Hello! On espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de You All. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu intime, particulier, mais intime pour toi, plus que pour moi. allez, ça désigne, Aujourd'hui, ça se dédouane. Aujourd'hui, c'est vrai. Ouais, Aujourd'hui, c'est Isaline qui va se livrer un petit peu sur des sujets, et on va dire lequel, tout de suite, rapidement. Ouais. On va parler aujourd'hui du handicap, et notamment dans le contexte d'avoir une proche en situation de handicap, de vivre avec quelqu'un qui a un handicap. Et là, donc, notamment, on va prendre l'exemple de ma famille et notamment de ma grande sœur, du coup, qui est porteuse de trisomie 21. Loulou, de son alias. Ouais, on ne demandera pas son vrai prénom. Non, parce qu'elle n'aime pas son vrai prénom. Donc, c'est Loulou. Effectivement, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'aborder ce sujet. Je sais qu'il y a plein de personnes, en fait, qui sont concernées par ce sujet au sein de leur famille, etc. Donc on s'était dit que ça pouvait être bien d'en parler. Ouais. Et moi, j'aimerais que pour cet épisode, t'essayes de déposer un peu ta casquette de psy. Je sais que c'est... Alors, je veux bien que tu la gardes un peu pour certains sujets et tout, mais j'aimerais bien que tu puisses la déposer un peu pour que tu puisses te livrer sur toi et tes ressentis par rapport à tout ce sujet-là, parce que c'est important aussi, je trouve, d'amener cette partie-là, qui est pas ton côté professionnel et psychologue qui va analyser la situation, quoi. Ouais. C'est ok pour toi ? Ouais, c'est ok. Disclaimer, cet épisode contiendra des éléments de ma vie personnelle. Si vous n'êtes pas confortable à l'idée de les écouter, bye. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le handicap de ta sœur et... Je l'ai dit juste. Ouais, mais c'est quoi exactement, tu vois, dans le quotidien et... Non, mais par contre, faut qu'il... Ça représente quoi dans le quotidien et surtout comment, est-ce que toi comment tu l'as appris, comment tes parents ils te l'ont dit, tu vois, parce que ok, Loulou elle est née comme ça, mais toi quand t'es née tu savais pas ce que c'était, tu vois, et tu l'as découvert en grandissant aussi. En fait j'ai rien découvert parce que vu que j'ai grandi avec elle, pour moi ça a été vraiment la norme, tu vois. Donc en gros comment ça s'est passé, donc Loulou, donc ma grande sœur, c'est le premier enfant de mes parents. Donc c'est l'aîné, même si vous comprendrez qu'au final ça a plutôt été moi l'aîné malgré tout, parce que je suis arrivée juste après. On a que 11 mois d'écart avec Loulou, donc on n'a même pas 1 an d'écart. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça c'est... Et avec ta petite sœur aussi. Et avec Alizane on en a un peu plus, on a genre 14 mois ou 15 mois. C'est pas énorme. Donc on est pas une fratrie, ça m'énerve de dire fratrie alors qu'on est 3 meufs. Une sœurrie. On est une famille de 3 filles, du coup. Donc, quand une personne est enceinte, du coup, il peut y avoir pas mal de tests pendant la grossesse, etc., pour vérifier que le fœtus va bien, etc. Et il y a un test, notamment, qui s'appelle l'amniosynthèse, qui est un test qui est un peu fait pour détecter certaines problématiques génétiques, notamment les différentes formes de trisomie. Alors, on appelle trisomie le fait que, vous savez, les chromosomes, ils sont par paire, dans notre capital génétique, et parfois il y a certaines anomalies entre guillemets génétiques qui font que il va y avoir un 3e chromosome qui va s'incruster, on va dire, dans une paire, et donc la trisomie 21, c'est qu'il va y avoir un 3e chromosome dans la paire 21 en soi. Mais il y a d'autres formes de trisomie, il y a la trisomie 18, etc. Si je dis pas de bêtises, la trisomie 21 c'est la trisomie la moins pire entre guillemets en termes de conséquences pour la personne. Il y a des trisomies où en fait le fœtus ne devient même pas forcément viable, etc. Ou alors il y a des enfants qui sont par exemple porteurs de trisomie, je crois qu'il y a la 18, une trisomie qui existe, où les conséquences pour le fœtus et ensuite pour le nourrisson sont vraiment beaucoup plus importantes en termes de problématiques physiologiques, physiques, au niveau de certains organes, cardiaques, etc., etc. Tu sais que je savais même pas qu'il y avait d'autres trisomies. Ouais, il y a d'autres trisomies, ouais. Je savais même pas. Ouais. Mais en fait, il y en a tellement... Et en fait, elles sont vraiment peu représentées parce qu'en fait, elles sont peu viables. La plupart du temps, elles sont peu viables en fait pour les... Alors, je saurais même pas dire, ça j'avoue que je le sais pas. On regardera, on vous mettra en légende on regardera les infos. Mais je savais même pas, tu vois. Ouais, non, il y en a d'autres. En fait, il pourrait y en avoir sur tous les chromosomes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que la trisomie, c'est un 3e chromosome dans une paire, en gros. Et donc, la trisomie 21, en anglais, c'est Down syndrome aussi, si jamais vous en avez peut-être entendu parler à la télé, dans les films, etc.
c'est la même chose. Voilà. Et donc, l'amniosynthèse, qui est un test qui permet notamment de détecter ce genre d'anomalie génétique, est un test qui est payant. Voilà, qui n'est pas fait obligatoirement en fait pendant une grossesse. Il faut demander à le faire. Ouais, ma mère, elle l'a fait, pour moi. Ah ouais? Bah, je t'ai raconté déjà cette histoire. Ah oui, c'est vrai. Dans le ventre de ma mère, je tirais la langue. Oui. Et ça, c'est un signe. Un des signes de trisomie. Un des signes de trisomie 21, notamment. Ouais. Et donc, il y avait un soupçon que je puisse être porteuse de la trisomie 21. Et du coup, ma mère a fait l'amniosynthèse pour valider ou invalider cette théorie. Et il s'avère que j'étais très bavarde. T'étais une chippie. Ouais, j'étais bavarde. Je tirais la langue, je faisais déjà un podcast dans le ventre de ma daronne. Mais ma mère, du coup, l'a fait, ouais. Mais parce qu'elle l'a demandé, du coup. C'est ça. Et en fait... voilà, ma mère, c'était son premier enfant, elle l'a eu jeune, elle avait 29 ans, donc pas du tout à un âge où on serait dans une grossesse à risque. Et surtout, il n'y avait pas de signe. Aucun truc héréditaire, c'est-à-dire il n'y a pas du tout de personnes porteuses de trisomie dans la famille, même lointaine, donc aucune inquiétude, on va dire, normalement, à ce sujet-là, qui lui aurait fait dire que faire l'amniosynthèse, c'était nécessaire. Et puis en plus, à l'époque... Et sur les imageries, il n'y avait aucun signe. Rien. Ouais. Parce que moi, tu vois, il y a eu des faux signes. Normalement, tu peux voir, parce que les personnes trisomiques, elles ont des plus petits pouces, elles ont un plus petit nez, mais en fait, c'est des choses qui sont assez peu perceptibles, et on est sur des technologies d'il y a 30 ans. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on n'avait pas les mêmes technologies médicales. Et puis, en fait, même les tests peuvent avoir des faux négatifs. Des faux négatifs. Donc, et bon, c'est un test qui est payant, donc forcément pas toujours à la portée financière des personnes, en fait, basiquement. Donc mes parents ma mère n'a pas fait le test, mais ce qui est une décision normale à cette époque et dans ce contexte. Sachant que personne ne lui avait dit qu'il y avait la possibilité de... En fait, ce que je veux dire par là, c'est que personne, on peut pas lui reprocher qu'elle ait pas fait le test. Tu vois. En fait, c'était normal à cette époque-là de pas le faire, quoi, parce que quand il y a pas d'historique. Même à l'époque de maintenant, en fait, si personne te dit qu'il y a un risque pourquoi tu irais faire ce test-là, tu vois. Bien sûr, complètement. Donc elle fait pas le test. Donc aucun signe pendant la grossesse. Donc voilà, elle accouche. Et en fait, quand ma mère accouche, du coup, il lui enlève le bébé directement. C'est-à-dire qu'il se rend compte, en fait, parce qu'en fait, il y a un faciès typique. Du coup des bébés porteurs de trisomie 21, et donc en fait il lui enlève le bébé, donc déjà je trouve hyper violent comme premier enfant, premier accouchement, donc on lui a enlevé le bébé, ils l'ont sorti de la pièce, et donc après ils sont revenus en fait voir mes parents en leur disant votre fille est porteuse de trisomie 21, et donc le choc. Et en gros, un des trucs qu'ils leur disent très très rapidement, c'est un truc, alors j'ai pas la formulation exacte, mais en gros ils lui disent si vous voulez accoucher sous X ou l'abandonner entre guillemets, quoi. Et en fait pareil, hyper violent comme parce que à cette époque-là, j'imagine que ça devait souvent arriver, soit d'abandonner. Mais je pense même maintenant. Après maintenant c'est détecté beaucoup plus facilement, je pense, donc il peut y avoir des arrêts de grossesse, en fait. Hein. Il y a des personnes qui peuvent décider de faire des arrêts de grossesse. Ma mère, à l'époque, quand elle a fait son amniosynthèse, si j'avais été porteuse de trisomie 21, elle me l'a toujours dit, elle aurait avorté. Parce qu'elle ne se sentait pas capable d'assumer un enfant porteuse de handicap, tu vois. Et parce que c'est extrêmement difficile. Hein. Ouais, ça on y reviendra après, mais du coup, effectivement, tu vois, c'était le choix de ma mère, ça aurait été celui-ci, tu vois. Ouais. Et je l'entends. Ouais, bien sûr. Je l'entends complètement, tu vois. Ouais, complètement. Je pense que si mes parents ils avaient su, ils auraient arrêté la grossesse. Je pense, très clairement. C'est compréhensible. Bien sûr. À 1000%. Et donc, ma mère, complètement sous le choc, vraiment sous le choc, en fait, de ce que ils m'en ont raconté. Donc, vraiment, presque, tu sais, un peu en sorte de, comment on appelle ça ? Sidération. Ouais, sidération. Vraiment un tas de sidération. Et en fait, c'est un peu mon père, à ce moment-là, qui prend le devant et qui lui dit, t'en fais pas, c'est une évidence qu'on va la garder et on va en faire, en gros, la petite fille la plus heureuse du monde, quoi. Oh, ma vie, j'ai envie de pleurer. Ouais. Non, mais c'est... Ouais. Mon petit cœur. Loulou, c'est ma préférée de la famille, il faut sachez, alors... je risque de chialer dans cet épisode. Non, mon cœur. Et surtout, là, tu commences à pleurer, là. Bah oui, Toi, t'es trop une meuf sensible, toi, en fait. Laisse-moi tranquille. Donc il la garde, évidemment. Sinon on vous en parlerait pas. Et c'est vraiment la petite fille la plus heureuse de la terre aujourd'hui, hein. C'est vraiment une princesse, hein. Ouais. Un peu trop parfois même. Mais elle a une belle vie. Ouais. Et donc il faut savoir aussi dans le contexte il y a Soja qui se la ramène avec son jouet comme si c'était une chasseuse professionnelle, alors qu'elle pèse 8 tonnes et demie parce qu'elle fait pas un bout de chasse dans sa vie, genre.
Bon, bref. Ouais. Donc, il y a un élément de contexte aussi important à connaître, c'est que ma mère n'est pas française, ni francophone, elle est flamande. Donc, à cette époque-là, voilà, ça faisait quand même assez peu de temps que mes parents étaient en France. Donc, mes parents se sont rencontrés à l'étranger parce qu'ils travaillaient tous les deux au Club Med. Ils se sont rencontrés en saison au Portugal. Et donc, ensuite, ils se sont installés en France. Donc, ma mère, pour rappel, hein, ma mère, voilà, elle était à peine dans ses débuts, je pense, de maîtrise vraiment de la langue. Donc, pas la nationalité française. Elle l'a jamais eu, elle l'a jamais voulu d'ailleurs. Mais bref. Donc, et ma mère avait en fait un diplôme de prof de PS qui n'était pas valable en France. Alors vraiment, déjà, truc incompréhensible, pays limitrophe, pays européen. La formation, c'est genre la même, le nombre d'années d'études, c'est le même, mais son diplôme n'était pas valable en France. Pas d'équivalence, enfin elle n'a pas pu faire d'équivalence, donc en fait, elle ne pouvait pas enseigner dans le public, elle pouvait enseigner dans le privé, par exemple dans les établissements privés. Donc voilà, contexte professionnel aussi forcément un peu plus compliqué. Ouais, puis contexte aussi professionnel de ton père qui est beaucoup en voyage, qui bouge beaucoup et... Ouais, mais c'était plus le cas, là, à ce moment-là. Ouais, ok. Attends. Bah, ils étaient justement en train de se sédentariser, tu vois. Okay. Ils ont commencé à faire des enfants au moment où ils ont commencé à se sédentariser, justement. Parce qu'avant, oui, ils bougeaient tous les 6 mois dans le monde entier. Donc, ma sœur naît dans ce contexte-là. Et donc, c'était pas non plus en plus un contexte financier et matériel très stable. Je crois qu'il venait de prendre un hôtel, ou ils avaient un hôtel, enfin bref, ils faisaient des trucs un peu à droite à gauche. Mon père, il avait pas encore un boulot très stable. Le boulot stable qu'il a eu, c'était en 2000. Et ma sœur, elle est en 95. Ouais. Donc, je sais plus trop quel contexte professionnel c'était à ce moment-là. Mais bref, ça tombe. Et donc, ils ont eu très rapidement envie d'agrandir la famille pour vraiment que Loulou elle puisse grandir avec des frères et sœurs, qu'elle puisse pas être seule, qu'elle ait peut-être voilà, un peu des modèles pour évoluer, etc. Et donc moi je suis arrivée très rapidement après, donc 11 mois après. Et ma petite sœur, elle est arrivée l'année d'après, donc on a fait 95, 96, 97. Donc mes parents ont géré 3 nourrissons. Non mais ta daronne, elle a enchaîné 3 grossesses. Ouais, 3 grossesses. Ouais. Et pour le coup, alors ça c'est vraiment je pense une exception, mais ma mère elle a hyper bien vécu ses grossesses. Elle a pris la décision de faire la péridurale à chaque fois, les accouchements ont été rapides. Voilà, donc c'est pour le coup, elle a pas du tout de mauvais souvenirs. Enfin, elle a forcément les grossesses, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais elle a pas de mauvais souvenirs des grossesses parce que ça s'est quand même bien passé. Elle a quand même là pour le coup, et je pense que heureusement. Ouais, c'est clair. On a été 3 bébés assez faciles, on a fait nos nuits assez rapidement. On a ce qui n'est plus le cas de Loulou désormais. Ouais, ce qui n'est plus le cas de Loulou désormais, mais bref, heureusement, je pense que ça a aidé. On a été quand même des bébés faciles, visiblement. Et donc on a grandi en fait un petit peu comme ça. Et comme je te disais, en fait, moi je me suis vraiment pas rendu compte en fait de la différence de ma sœur jusqu'aux moqueries d'école. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Quand est-ce que tu t'es rendu compte du coup que... En primaire, ça a vraiment été le moment où j'ai commencé à me rendre compte parce que donc ma sœur, elle a été scolarisée dans un IME, donc un institut médico-éducatif. Sûrement. IME, institut médico-éducatif. Ouais, c'est ça, il me semble. En fait, je dis tellement IME que j'en oublie la signification des acronymes, mais donc qui est comme une école adaptée au profil de personnes en situation de handicap, handicapées, etc. Donc elle allait à l'école, elle avait une petite navette qui l'a récupérée le matin, qui l'a ramenée le soir, donc vraiment elle allait à l'école, juste pas la même école que nous. Mais du coup forcément quand dans mon école primaire il y avait les kermesses, oui elle venait. Et en fait je me souviens des moqueries, des premières moqueries, et d'ailleurs la seule fois de ma vie où je me suis battue c'était en primaire justement. Avec une fille qui s'était moquée en fait de ma sœur, je me rappelle, et du coup je me souviens que ça m'avait sorti de mes gonds, à tel point que quand je me suis battue, j'étais tellement dans une rage que je me souviens qu'un des surveillants essayait de m'attraper et qu'en fait pour me dégager en fait de son emprise, je lui donnais des coups en fait à lui aussi. Et en fait dès que j'ai compris en fait que ma sœur était du coup différente à cause des moqueries, c'est les moqueries qui m'ont fait me rendre compte qu'elle était différente. J'avais des réactions épidermiques aux moqueries. Dès que je voyais des regards un peu insistants, ça me mettait en rage. Dès que je voyais des personnes qui pointaient un peu du doigt ou qui avaient l'air de rigoler, ce qui arrivait quand même assez fréquemment, on va pas se mentir. Ça me mettait en rage. Mais et même maintenant, c'est quand même un sujet encore très sensible. Et donc, je me suis rendu compte de sa différence comme ça. Donc, c'est pas
la meilleure manière, des façons. Après, je trouve que c'est entre guillemets une manière qui est quand même belle, je mets des gros guillemets, dans le sens où ça veut dire que pendant tout le temps où tu as été préservé de l'extérieur, toi tu t'es pas rendu compte qu'elle était différente, tu vois. Et je trouve ça cool aussi, tu vois, justement d'avoir pu grandir en te disant que ça c'était aussi la norme et que en fait il y avait rien de différent entre toi et elle, quoi. Même si en vrai on sait qu'il y a des choses différentes, tu vois. En fait, faudrait que je demande à mes parents, mais je me souviens pas s'ils nous l'ont dit, en fait. Ça, faudrait que je leur demande. Je leur ai pas demandé. Initialement, on voulait faire cet épisode avec ta maman, mais c'était compliqué d'organiser et tout. Donc peut-être qu'on refera un épisode avec le point de vue de tes parents, de ta mère. Ça pourrait être intéressant aussi, si elle le veut, bien sûr. Mais je trouve ça chouette quand même d'avoir eu ce temps où t'as pas eu l'impression qu'il y avait cette différence. Et vous avez vécu un peu dans cette bulle, tu vois. Ouais, carrément. Même pour elle, en vrai. Oui, et en même temps, c'est un peu le choc ensuite de la réalité, quoi. C'est-à-dire quand t'es préservé, entre guillemets, par la bulle, quand la bulle, elle éclate parce que quelqu'un est violent, du coup, c'est hyper dur, quoi. Mais en même temps, malgré ça, en fait, du coup, c'était tellement juste normal pour nous. En fait, c'est notre modèle familial. Donc, c'était tellement normal pour nous que ça, dans le quotidien, ça, c'était comme ça. C'était notre famille, tu vois. C'était Loulou. On a eu de la chance. On a quand même été entourés de beaucoup de personnes qui ont toujours été très cool avec elle. Les amis de mes parents, nous, nos copains de nos âges, tu vois, qui ont toujours été super avec Loulou, qui l'ont toujours intégré. Nous, on a toujours, en fait, notre mode de fonctionnement familial, c'était qu'on faisait tout avec elle. En fait, on l'excluait de rien. Si on faisait une activité, on la prenait avec nous. Elle faisait tout avec nous, comme un enfant parmi d'autres. Après, est-ce que les gens autour de vous, ils ont été cool avec Loulou parce que voilà, ou est-ce que c'est parce qu'aussi vous avez été tous et toutes intransigeants sur le fait que les gens qui n'étaient pas cool avec Loulou ne seraient pas dans votre entourage aussi, tu vois. Un peu des deux, je pense, tu vois. Il y a des enfants ou des amis de mes parents qui ont juste été en mode ok, c'est Loulou, quoi, tu vois, pas de souci. Et effectivement, on avait une intransigeance, et même aujourd'hui, sur la question, par exemple, de nos partenaires. J'allais venir. Il y a un peu un test de Loulou. Ma petite sœur et moi, en fait, il y a vraiment cette attente importante de mais comment la personne elle va se comporter avec notre sœur, quoi. Et en fait, ça peut être soit un green flag, soit un red flag, en fait. Et on pourra jamais vraiment s'imaginer relationner avec une personne qui va être pas bien avec notre sœur, quoi. Ça, c'est vraiment... Et c'est aussi une attente même de nos parents, etc. Ce que je peux comprendre dans notre dynamique familiale. Et voilà, moi, ce qui me paraît... couler de source, on va dire. Mais tu sais que pour moi, ça a été... si je peux me permettre de parler de moi un peu dans cet épisode. Ouais, bien sûr. Quand j'ai rencontré tes parents et ta sœur pour la première fois, ça m'a fait un peu flipper, justement, ce truc de... en fait, moi, j'avais jamais côtoyé des personnes en situation de handicap, ou en tout cas avec un handicap qui est aussi marqué que celui de ta petite sœur et de ta grande sœur. À chaque fois, je dis ta petite sœur parce que pour nous, c'est notre bébé. Loulou fait 1m40. Ouais, puis c'est nous qui nous occupons d'elle, donc c'est... et en fait moi j'avais peur de pas justement réussir à savoir comment être avec elle, en fait, tu vois, et que ce soit compliqué pour moi ou que je sache pas comment agir et tout. Et donc les premières fois j'étais pas forcément 100% à l'aise, tu vois, parce que j'avais peur de dire ou de faire quelque chose qui était pas ok, tu vois, pour elle ou pour vous. Et en fait je l'aime trop, quoi, maintenant. Et il y a ce truc où en fait j'ai juste pas eu besoin d'être différente avec elle, avec les autres gens, tu vois. Et moi j'avais l'impression au début de devoir faire différemment avec elle, et en fait j'ai appris aussi que juste en faisant la même chose qu'avec les autres gens, elle comprend tout, elle voit tout, elle est intelligente, elle est drôle, et en fait on a juste besoin d'être pareil qu'avec les autres gens, parce que c'est pas parce qu'elle est différente qu'on a besoin d'être différente, tu vois. Ouais, complètement. Et du coup mais ça c'était un truc pour moi au début, j'étais en mode genre j'espère qu'elle va bien m'aimer et tout, parce que je savais aussi qu'il y avait un enjeu d'intégration de ma personne au sein de la famille via Loulou, tu vois. Et donc pour vous donner un petit peu plus quand même un ordre d'idée, donc ma grande sœur, donc Loulou, elle a une mobilité, parce pour que vous ayez une représentation un peu de son fonctionnement, c'est-à-dire qu'elle a pas de problème à se mouvoir, parce qu'il y a certaines personnes trisomiques qui par exemple sont en fauteuil, qui ont des difficultés à se mouvoir, etc. Elle parle, donc elle communique, même si elle a une articulation qui est vraiment très spécifique à la trisomie, donc parfois un peu pas toujours très intelligible. Elle a, on va dire, un âge intellectuel
cognitif d'un enfant de 5-6 ans. Mais elle a un âge parfois émotionnel d'une ado. D'une ado, en fait, un peu. Donc elle a vraiment une variabilité un petit peu de niveau selon certaines sphères. Après, elle parle, mais elle a quand même pas la capacité de formuler des phrases c'est longues. Pas des phrases complètes, c'est plus une suite de mots. Voilà, elle va savoir répondre à des questions, elle va savoir nous dire des mots, des besoins choses, un peu primaires. Mais elle est pas capable de dire aujourd'hui je me sens comme ça. Elle a pas vraiment accès à une certaine profondeur, on va dire, mais comme un enfant très jeune. En fait. Comme un enfant de 5 ans, quoi. Ouais. Donc voilà, à peu près. C'est un enfant de 4 ans dans un corps d'une femme de 31 ans, quoi. Ce qui pose aussi pas mal de difficultés, vous allez comprendre pourquoi. Avec pas vraiment les notions... par exemple, elle a pas vraiment les notions du bien, du mal. Enfin, quoique... Elle n'a pas vraiment la notion de, par exemple, de l'intimité, de la pudeur, des limites. Comme un enfant de 5 ans, en fait. Ouais, comme un enfant. C'est-à-dire que si elle est dans la rue et que je lui dis enlève ton t-shirt, elle va le faire. Oui. Enfin, en fait, elle va pas avoir le problème. Elle va pas avoir cette notion de ah ben non, mais ça se fait pas d'enlever son t-shirt en public, tu vois, ce truc un peu des conventions sociales. À savoir qu'aussi qu'elle a un TSA, donc un trouble du spectre autistique. Il y a souvent des comorbidités entre les deux dans ce contexte. Donc elle a pas mal de conduites rituelles, elle a beaucoup de difficultés avec le changement, etc., etc. Et elle a un fort caractère. Ouais. Elle est Gémeaux, comme moi. Elle a un fort caractère, ça c'est clair. Et c'est ce qui fait son petit charme. Elle a vraiment sa personnalité, oui, c'est ça qui est génial. Et alors donc, quand elle a faim, je peux vous dire. Elle est grognon. Elle est grognon. Mais comme moi je suis pareil. C'est vrai. Ce qui s'est passé, donc pendant qu'elle allait à l'IME, donc à l'école. Donc à l'IME, les enfants ils peuvent y aller jusqu'à 18 ans. Et il y a une loi qui s'appelle la loi Croton qui permet de tirer un peu jusqu'à 21 ans, en gros. Donc en gros, tu peux aller en IME jusqu'à normalement 18 ans, mais si tu trouves pas d'établissement adapté ensuite, tu peux tirer jusqu'à 21 ans. Et ensuite, tu dois trouver un foyer de vie, un foyer d'accueil pour adultes, etc. Donc ma sœur, elle a été à l'IME, donc à l'école. Donc pendant toute cette période-là, ma mère, elle a quand même pu faire un peu sa vie. Mes parents ont pu faire... Mon père travaillait, donc mon père, on va dire, avait le boulot fixe, etc., qui permettait de ramener l'argent à la maison. Et ma mère, du coup, vu qu'elle avait des compétences en termes de coaching sportif, elle faisait du coaching un peu privé, elle faisait des trucs un petit peu par-ci par-là, et en fait elle s'occupait quand même principalement de ma sœur au quotidien. Mais quand elle était à l'IME, elle avait aussi quand même plus de temps libre, en fait, malgré tout. Arrivée 18 ans jusqu'à 21 ans, donc elle a pu rester à l'IME jusqu'à 21 ans. Et ensuite le problème c'est que ma sœur, elle rentre dans aucune case. C'est-à-dire que pour un établissement, un foyer de vie, elle va être trop autonome, et pour un autre foyer de vie, quand on parle du loup, ma mère qui m'appelle. Attends, je dis que je la rappelle après. Oui. J'ai fait un épisode sur Loulou. Donc, arrivée à 21 ans, donc elle cochait aucune case, trop autonome pour certains foyers, pas assez pour d'autres. En fait, elle a toujours été dans un entre-deux. Et malheureusement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de rentrer dans un foyer de vie pour adultes en situation de handicap. Mais en fait, c'est... terrifiant, non ? Terrifiant. Ouais. Et en fait, nous, ça nous a toujours paru, mais impossible de la laisser dans ce genre d'établissement, en ayant en tête aussi que les personnes en situation de handicap sont les populations les plus vulnérables aux agressions sexuelles et au VHSS de manière générale, parce que c'est des personnes qui sont vulnérables, en fait, qui se laissent faire. Et en fait, on sait que dans les établissements enfermés, il y a beaucoup de maltraitance, beaucoup d'agressions. Et en fait, le problème, c'est que ma sœur, elle est pas trop capable de dire, en fait. Parce qu'elle sera pas trop capable de comprendre ce qui lui arrive. Enfin bref, rien que d'en parler, tu vois, ça me fait froid dans le dos. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des doutes sur des choses qui auraient pu lui arriver à l'IME, etc. Parce qu'il y a des moments où elle était revenue en étant un peu bizarre. Mais sauf qu'elle peut pas vraiment nous dire. Donc du coup, nous, ça nous paraissait inconcevable de la laisser dans un établissement qui ressemble à un film d'horreur. Parce qu'il y a vraiment des centres qu'on a visités qui ressemblaient à des... C'est pas ta mère qui nous disait la dernière fois qu'elle était allée dans un truc où pour les mettre dehors, les jeunes, ils les mettent dans des cages. Ouais, il y avait un peu comme des fermé, trucs, genre, ces trucs fermés. Ouais, non, vraiment... Et encore une fois, voilà, c'est la réalité du système de santé et du manque d'argent aujourd'hui, mais... Ça, on en a parlé dans la saison sur la santé mentale et politique, si jamais ça vous intéresse, mais exactement. C'est lié à... Et donc, ça nous paraissait inconcevable, en fait, de la laisser là-dedans.
Donc, actuellement, elle vit avec mes parents. Et donc, ma mère, en fait, vraiment a sacrifié énormément de sa vie pour s'occuper d'elle. Et c'est toujours le cas. Donc ça, moi, je lui voue une énorme admiration. La force de ma mère et son dévouement, son sacrifice, en fait. Hein. Même si, voilà, on a quand même, grâce au travail surtout fourni par mon père, on a quand même beaucoup de ressources, on a un très bon niveau, on a un bon niveau de vie, on a de l'argent, et donc forcément c'est facilitant, ça leur permet de s'octroyer beaucoup de plaisirs du quotidien. Du coup, ma famille, ils sont beaucoup dans les plaisirs du présent, parce que en fait on sait jamais vraiment ce qui peut se passer. Mes parents, ils ont vraiment développé ce truc de plaisir instantané. Et ça, on en revient sur le sujet où on parlait de l'argent dans nos familles et tout, et de comment nos parents ont géré leur argent différemment. Exactement. Et Loulou, ça a été, je pense, un facteur de pourquoi tes parents aussi ont géré leur argent différemment des miens, et ont beaucoup moins mis de côté, moins économisé, et plus plaisir instantané. Pour vivre maintenant, quoi. Donc voilà, ils font beaucoup d'activités, ils vont beaucoup au restaurant, ils vont beaucoup... Toujours avec Loulou. Toujours avec Loulou. Loulou, mais je vous dis, elle a la vie de reine. Elle a la vie de rêve. Tous les jours, non pas tous les jours, mais au moins 2 fois par semaine au resto. Elle va faire des activités, balade sur la plage tous les jours, les machins. Parce qu'on a de la chance aussi d'habiter en bord de mer, donc ça c'est vraiment un contexte. Elle fait une vie de star. Agréable. Bref, t'as des questions ou je continue mon monologue ? Non, j'ai des questions, parce que là, du coup, depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de Loulou, tu parles beaucoup de ta mère, de ton père, mais tu parles peu de toi. Il va falloir y venir, ma douce. Comment toi, t'as vécu le fait de grandir dans cet environnement-là ? Déjà, le fait... alors, si tu veux pas répondre à cette question, on pourra la couper, mais est-ce que t'as parfois eu l'impression d'avoir été là pour remplacer Loulou, pour combler un truc chez tes parents, tu vois, et comment ça a été de grandir en fait avec Loulou. Alors oui, la différence et les moqueries, ça tu nous en as parlé, mais concrètement au quotidien, est-ce que tu t'es pas senti lésée parfois ? Est-ce que ça a pas été dur aussi pour toi est-ce que des fois t'en as eu marre, tu vois aussi t'as le droit de pas répondre à certaines questions. J'ai eu une phase où pendant longtemps c'était quand même très dur. Quand j'étais jeune enfant, je dirais que ça allait. Et je pense qu'à partir de l'adolescence, ou moi quand j'ai commencé à grandir et à prendre conscience un petit peu des choses, j'ai eu vraiment, je pense que de mes 12 ans à mes 20 ans, ça a été très dur. J'ai passé vraiment une période où j'avais beaucoup de colère, où j'avais beaucoup de frustration, où j'avais beaucoup de rancœur. Parce qu'en fait, j'avais vraiment l'impression de devoir d'avoir été un peu conçue pour ma sœur, et aussi pour réparer un peu un truc chez mes parents, dans le sens de voilà, notre premier enfant est un premier enfant voilà, handicapé, etc. Donc voilà, on veut entre guillemets pouvoir rattraper le coup, entre guillemets. Je mets des guillemets, je sais que mes formulations pourront paraître un peu étranges, mais c'est les sensations que j'ai eues. Et donc moi, j'ai eu pendant très longtemps cette impression que je devais être au service de ma sœur et que je devais du coup porter sur mes épaules le fait d'être l'enfant parfait pour rattraper le fait que leur premier enfant était pas parfait entre guillemets aux yeux de la société, etc. Et donc en fait, j'ai eu beaucoup de... J'étais très souvent dure du coup, et avec mes parents et aussi avec ma sœur. Ça, c'est un truc que je regrette beaucoup. C'est un truc que je regrette beaucoup. Oh mon bébé, ça va aller. Mais j'ai fait de la thérapie. J'ai fait de la thérapie, heureusement. Oui, puis on y reviendra peut-être après aussi, mais Loulou, elle est pas simple tous les jours non plus. Et parfois, encore une fois, je pense qu'on en parlera après, mais il faut beaucoup de patience. Et parfois, on est fatigué et on n'a pas la patience. Et parfois, c'est aussi OK de... Mais en fait, c'est surtout que quand j'ai commencé à grandir, moi non plus, j'étais pas l'enfant parfait que mes parents auraient voulu, parce que j'étais... lesbienne. J'étais lesbienne. Et en fait, ça, je l'ai su quand même assez jeune. Et en même temps, du coup, j'avais cette sensation de devoir être parfaite, lisse, de devoir réussir à l'école, de devoir réussir au sport. C'était mis beaucoup de pression, Je me suis mis énormément de pression. Mes parents me la mettaient pas forcément directement, même si j'avais vraiment cette sensation qu'ils avaient ces attentes-là. Et en fait, j'ai eu pendant très longtemps l'impression d'être dans le film, je sais pas si vous connaissez ce film, Ma vie pour la tienne, qui est un film très très dur, je trouve, avec Cameron Diaz,
où en gros le film c'est donc un couple qui ont un enfant qui a une maladie genre grave et qui nécessite des dons de moelle osseuse. Et donc ils ont fait un deuxième enfant exprès pour que leur deuxième enfant fasse des dons de moelle osseuse au premier. Et donc le deuxième enfant, en grandissant, finit par porter plainte contre ses parents, les attaquer en justice, etc. Parce que en fait l'enfant se dit en fait en gros j'existe juste pour l'autre. Et l'autre est pour servir à un rôle un peu de réparation. Et en fait moi j'ai vraiment eu cette impression là en fait pendant très longtemps. Ça a été encore plus le cas quand il y a eu toutes les questionnements autour de mon identité, de ma sexualité, etc., où ça a été difficile. Aussi, je pense, pour mes parents et pour ma mère, que son deuxième enfant corresponde pas à la norme, on va dire. Alors que c'était vraiment ce qu'il voulait, je pense, même si aujourd'hui, Dieu merci, ça va mieux, tout va bien de ce côté-là, mais ça aura pris quand même un peu de temps. Et en fait, j'étais en colère, quoi. J'avais énormément de colère. Donc il y avait ma petite sœur aussi, et on était vraiment good cop, bad cop avec ma grande sœur, et un peu comme mes parents. Donc ma mère... Et ça, c'est aussi un truc que je trouve pas forcément très aidant. Ma mère, du coup, à ma grande sœur, elle lui passe absolument tout. Mais ce que je comprends, tu vois. Et mon père, il avait un peu la posture un peu plus dure, un peu plus ferme, un peu plus... Et moi, j'étais un peu comme mon père, et ma petite sœur était comme ma mère. Du coup, il y avait vraiment deux teams. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs. C'est toujours le cas. Mais du coup, moi, quand j'étais petite, voilà, c'est des choses qu'on m'a beaucoup reproché. Enfin, souvent, je me suis pris des phrases de « Ah, mais de toute façon, t'aimes pas ta sœur. Est-ce que je peux comprendre avec le recul? J'ai été très dure, j'ai eu des moments où j'étais méchante, je pense, j'ai eu des moments où j'étais très en colère. J'ai été une ado horrible. Et tous les ans, je m'excuse à mes parents. mais parce que, ouais, j'ai été une ado très, très difficile. Très, très dans la provocation, très, très dans la colère, très, très dans l'opposition. Mais en fait, avec le recul, je comprends. Je comprends pourquoi. Et donc, j'ai fait une thérapie quand je suis arrivée à Montpellier, d'ailleurs, donc quand j'avais genre 19-20 ans, qui m'a aidée, en fait, à comprendre, en fait, que ma colère, elle était légitime. Et qu'en fait, il fallait qu'elle arrête de me ronger, en fait, cette colère. Et que je la traverse, quoi. Que je l'accepte, que j'accepte, que je me pardonne aussi pour tous les moments où j'étais un peu... C'est dur. Oh, mon cœur. Que je me pardonne aussi pour tous les moments où j'ai été hyper dure. Mais il faut sachez que j'ai été aussi très dure envers moi-même. Donc ça compense. Non, ça compense pas, c'est pas vrai. Mais ouais, ça a été dur. Et encore, ça a été... je n'ose pas imaginer à quel point ça a été dur pour ma mère. Mais là, on parle pas je parle de ma mère, mais de mes parents. Mais ma mère, parce que ma mère, elle a vraiment un truc fusionnel avec ma grande sœur. Du coup, elle a vraiment du mal à couper le cordon, ce que je comprends en soi. Et j'ai perdu ma pensée. Non, mais c'est normal aussi, mon cœur, que ça ait été dur. Et du coup, ma sœur, elle a quand même beaucoup pris une place centrale, en fait, dans la famille, malgré tout, quoi. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises par rapport à elle, il y a beaucoup de choses qui sont faites en fonction de elle, et ce qui est ok dans l'idée, mais ce qui, quand on est jeune, peut aussi générer de la frustration parfois. Oui, tu te fais te sentir lésée un peu. Même si, franchement, ça va. À l'échelle de notre famille, mes parents ont toujours été là pour nous, nous ont jamais... Moi, je me suis jamais sentie profondément invisible. Oui. Mes parents nous ont beaucoup montré quand même leur amour, de façon quand même, je trouve, au final, assez équitable, etc. Ouais, mais après, c'est pas pour autant que tu peux pas avoir la sensation que tout tourne autour de ta sœur, malgré tout, tu vois. Ouais. Et c'est le cas. Même maintenant, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ta sœur, et c'est parce que c'est normal. Et parce que ma sœur prend quand même aussi beaucoup de place. Oui. Parce que elle a aussi des difficultés comportementales. Alors, donc les personnes trisomiques ont un vieillissement précoce. Mais ma sœur, en fait, elle a un vieillissement encore plus précoce. Donc, qui fait que, notamment, ce qui s'est passé en 2000... c'était quand 2019 Ouais, c'est ça. En 2018-2019, ma grande sœur, du coup, elle a eu des très très gros problèmes de santé d'un coup, en fait. Ça a été hyper fulgurant. Sa santé s'est dégradée d'un seul coup, donc on savait déjà qu'elle avait des calcifications cérébrales, donc c'est un signe de vieillissement accéléré. Et en fait, son état s'est dégradé d'un coup, et elle a développé limite comme une sorte de démence. Mais comme les vieux, tu sais, comme les personnes âgées qui finissent par devenir un petit peu démentes. Donc elle a développé beaucoup d'agressivité, beaucoup des rituels encore plus prononcés, une rigidité encore plus prononcée. Elle a perdu énormément de poids, elle est tombée à 29 kilos. Et en fait, on comprenait pas. Moi, j'étais en Master 1 de psycho. Ça a été une année horrible.
horrible parce que du coup forcément là c'était la préoccupation principale, on était ballottés de médecin en médecin, on a eu une équipe médicale qui nous a dit en fait elle a un Alzheimer précoce, donc elle va mourir en fait basiquement parce que Alzheimer en fait c'est neurodégénératif, donc tu meurs. Donc en fait on était dans un état où en fait on se disait mais on n'arrive pas, enfin personne ne dit vraiment ce qu'elle a, puis on nous dit ça, puis on nous dit qu'elle va mourir, puis donc elle s'est faite hospitaliser, ils ont réussi, enfin et en fait elle est allée mieux, voilà, elle est allée mieux. Donc ça a été encore un moment où moi en fait j'ai dû faire beaucoup d'allers-retours, j'ai beaucoup accompagné ma mère parce que mon père travaillait encore, et d'ailleurs à partir de ce moment-là mon père a arrêté de travailler ensuite, est parti en retraite anticipée. Mais moi j'ai beaucoup sacrifié mon année en fait à cette époque-là parce que je voulais pas laisser ma mère gérer ça toute seule, et parce qu'elle était en demande aussi de soutien, ce que je comprends aussi. Donc j'ai passé mon année en fait de M1 à faire des allers-retours pour accompagner ma mère aux rendez-vous médicaux, pour accompagner ma sœur à l'hôpital. Là, quand on l'a fait hospitaliser, c'est la première fois qu'on l'a laissée. C'était un hôpital psychiatrique du coup. C'est la première fois qu'on l'a laissée. Je me souviens de toute ma vie le jour où on est reparti. Du coup, on n'arrivait pas à partir, quoi. Puis en fait, on savait pas en fait ce qui allait lui arriver, quoi. C'est la première fois qu'on l'a laissée dans un secteur fermé comme ça. Au final, elle est restée 1 mois et ça lui a sauvé la vie, basiquement. Donc, après, maintenant, elle déteste le mot hôpital. On peut pas le dire devant elle. Ouais. Mais on se rend pas compte en fait que dans ce genre de contexte, il y a une. On sait pas de quoi sera fait demain, en fait. Ouais, puis il y a beaucoup de sacrifices. Ouais, j'ai failli abandonner mes études cette année-là. Alors là, je ramène le truc à moi, c'est ma soeur. Ouais, mais parce qu'après, l'idée c'était aussi de parler de comment les personnes autour vivent les choses, tu vois. Ma mère, elle a sacrifié. Elle a pas travaillé, ou très très peu. Elle a sacrifié beaucoup de son temps. Là, elle s'occupe de ma soeur comme si elle avait un bébé ad vitam aeternam, en fait, quoi. Ma soeur qui, là, en plus, en ce moment, va un peu moins bien que d'habitude, donc on suppose que elle s'est accommodée à tous ces traitements et qu'elle retombe un peu dans malheureusement des schémas un peu de vieillissement accéléré. Et en fait c'est du mal à... Ma soeur, elle dort à peine, mes parents ils dorment pas, ma mère, ils sont fatigués, puis mon père il a 67 ans, ma mère elle en a 60. En fait tu te dis pas quand tu fais un enfant que en fait tu vas devoir t'occuper d'un bébé toute ta vie en fait. Ouais, ça du coup c'était un peu le sujet de mes questions après. C'était je pense que moi je me rendais pas compte avant de te rencontrer à quel point ça pouvait être prenant d'avoir un enfant porteur de handicap, et je me rends compte, tu vois, nous quand on va chez tes parents on y reste 3 jours, 4 jours, on est épuisé quand on rentre. Parce que elle fait beaucoup d'écholalie, donc elle est très verbale. Donc en fait, elle va beaucoup parler, elle fait beaucoup de répétitions, de sollicitations verbales, physiques. Elle est très 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 prenante en termes d'énergie, ma sœur. Et en fait, nous on y reste 2 jours et on est en surcharge. Et alors je me dis, mais mes parents, mais c'est ça tous les jours. Ouais, c'est ça. On fait que des épisodes de chialeuse là. Je te jure. Et du coup, je disais, moi, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être prenant et tout. Et c'est vrai que, voilà, effectivement, comme tu dis, nous, on y va 2 jours, on est overwhelmed, quoi, parce que c'est beaucoup, c'est tout le temps, c'est du non-stop, en fait. Non-stop. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'était vraiment ultra prenant, qu'il faut beaucoup de patience aussi. Et comme tu disais, voilà... Loulou, elle fait pas ses nuits, quoi, en gros. Non. Même si elle les a très bien faites quand elle était bébé, apparemment. Elle a décidé qu'elle allait rattraper ça en tant qu'adulte. Et donc, elle fait pas correctement ses nuits et tout. Donc, tes parents, ils dorment peu. Et donc, en fait, avoir de la patience quand tu dors peu, c'est un cercle vicieux. C'est fou, quoi. Enfin, moi, Après, j'ai l'avantage que mon père ne dort pas. Mon père fait des siestes. Et en fait, du coup, en fait, c'est comme un couple qui vient d'avoir un bébé. C'est-à-dire, là, la nuit, c'est mon père qui s'en occupe. Parce qu'en fait, mon père, c'est lui qui peut... Il se repose plus facilement. Lui, mon père, quand il s'endort, il s'endort très vite. Il passe très vite en sommeil profond. Donc, il récupère plus vite. Alors que ma mère, elle a un mauvais sommeil. Et elle gère beaucoup moins bien la fatigue que mon père. Donc là, c'est mon père qui gère la nuit, quoi. Ils se sont un peu répartis, justement, un peu les rôles. Ils ont une personne qui peut venir 20 heures par semaine. Donc, ça leur permet d'avoir quelqu'un qui vient garder Loulou plusieurs fois dans la semaine, et eux peuvent aller faire sortir, s'extraire un peu, aller se poser un peu. Ma petite sœur, du coup, et son fiancé, son futur mari, dans 1 mois, même pas. Mais ils sont peut-être mariés quand on ils seront mariés, je pense.
qui ont acheté un appartement à quelques centaines de mètres de chez mes parents. Et donc ma mère, ça peut lui arriver par exemple d'aller faire une sieste dans l'appart de ma sœur. Parce qu'ils habitent pas... Enfin bon, bref, on va pas raconter tout le rêve, mais ils sont pas tout le temps dans l'appartement. Donc en fait, ma mère, ça peut lui arriver, ne serait-ce que pour s'extraire un peu, d'aller... Même regarder un film. Ouais, juste regarder un film ou regarder une série dans l'appart de ma sœur pour réduire les stimuli. Donc ils ont réussi à construire un environnement qui leur permet quand même d'avoir des petites bouffées d'air frais, et ils profitent beaucoup. Ils font en sorte d'essayer d'aller souvent au restaurant, Mon père fait beaucoup de bricolage. Mon père s'occupe. Mon père, il est hyperactif. Mes 2 parents, ils ont un TDAH. Voilà, vraiment. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Hein. C'est que ma petite sœur qui a été... C'est clair, épargnée dans la famille. Et donc, voilà, ils arrivent quand même à s'occuper, à faire pas mal de choses, etc. Mais c'est dur. Ouais. Et là, je vois que ma mère, par exemple, elle est fatiguée. Ouais. Alors, mon père, pour le coup, j'ai la chance d'avoir eu quand même un père qui a été toujours très proche de ses émotions. Mon père a pas du tout de difficulté à pleurer, etc. Et ma mère, pour le coup, c'était plus celle qui pleurait jamais, quoi. Et en fait, là, en quelques mois récemment, je l'ai vue pleurer plus de fois que je l'ai vue pleurer toute sa vie précédemment, parce qu'en fait, elle est fatiguée, quoi. Même moi, j'ai vu la différence. Nous, ça va faire bientôt 5 ans qu'on est ensemble, donc on va dire que ça fait 4 ans que je connais ta famille, que je les vois régulièrement et tout. Je vois une différence sur les 2 dernières années, là. Où on sent bien que tes parents sont fatigués, que tes parents s'inquiètent aussi, et ça c'est un sujet sur lequel on va venir pour le après aussi, pour le moment où eux ils seront plus en capacité de s'occuper de Loulou, parce qu'ils seront fatigués, parce qu'ils seront vieux, parce qu'ils seront plus mobiles, ou peu importe. Et on le sent là depuis 2 ans, enfin moi je trouve qu'il y a eu un switch quand même depuis 2 ans sur ça, et en même temps je les comprends, quoi, parce que ils sont épuisés, tu vois. Mes parents, j'ai toujours envie de pleurer, c'est fou. Mes parents sont jamais partis en vacances tous les deux tout seuls, quoi. Ouais. Depuis qu'ils ont Loulou, ils ont jamais fait, ils se sont mariés du coup en 98, ils ont jamais fait genre de voyage de noces, quoi. Tout seuls. Et en fait, là, peut-être cette année ou l'année prochaine, on va pouvoir leur permettre de faire ça et de partir. En fait, ça en dit long sur le sacrifice, quoi. Et parce que là, pour le coup, c'est pas faute de tanner ma mère, mais ma mère, elle a aussi du mal à... Par exemple, moi, ça fait longtemps que je lui propose de la garder, Loulou, justement pour qu'il puisse... Mais en fait, elle maintenant, elle a du mal à lâcher, quoi. Elle part. Ma mère, ça lui arrive maintenant de partir un peu. Alors, le fiancé de ma petite sœur est un joueur professionnel de volley. Donc, ça lui arrive, par exemple, de partir toute seule, avec ma sœur, et en laissant Loulou à mon père, de partir en Pologne, voir un match, de partir au JO. Qu'elle est partie au JO. Voir un match, de partir. Elle est partie aussi en Italie, à Rome, voir un match. Donc ma mère, elle essaye. Maintenant, on l'encourage, on la pousse, mais on sent qu'elle a du mal, quoi. On sent qu'elle a du mal. Même la dernière fois, tu vois, quand on était chez ta sœur, et que je leur ai dit, laissez Loulou et allez, on vous la ramène tout à l'heure quand on vient pour le dîner et tout. Et ta mère, mais alors attendez, faut faire ça. Véro, on sait. Vas-y, tu vois. Et tu sens que elle a peur que Loulou manque de quelque chose, qu'elle a peur que ça se passe mal, et tu sens qu'elle s'en va sans être 100% sereine, et qu'il y a toujours Loulou dans sa tête. Elle n'arrive pas à lâcher, mais ce que je comprends. Ce que je comprends aussi, tu vois, mais voilà, et du coup, vient la question de après. Bah oui, parce que mes parents, ils pourront pas s'en occuper indéfiniment, j'en ai pas envie non plus, on en a pas envie, on veut pas qu'ils passent toute leur vieillesse à s'occuper de ma sœur, donc forcément ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait, sachant que ma petite sœur et son fiancé futur mari là pour l'instant ils sont beaucoup en itinérance, parce que forcément lui il est beaucoup à l'étranger pour jouer, eux-mêmes veulent des enfants, et donc on est arrivé un petit peu à la conclusion que ce serait plutôt moi qui m'occuperais de ma grande sœur, dans le sens où moi je veux pas d'enfants. Je suis plus stable, on va dire, géographiquement pour l'instant, etc. Et ça aussi, c'est un vrai... c'est pas anodin, on va dire, comme choix pour l'avenir. Pareil, il y a la question de la tutelle, parce que forcément, ma sœur, elle est sous tutelle, c'est pas elle qui gère ses finances, c'est pas elle qui gère rien. Donc là, par exemple, la tutelle, elle est renouvelée dans 10 ans. Et donc, dans 10 ans, c'est moi qui prendrai... Moi ou ma petite sœur qui prendront... Je crois qu'on peut être 2. Oui. Qui reprendront la tutelle. Et donc c'est une énorme décision, en fait, c'est pas du tout anodin, quoi, comme choix. Et donc en toute logique, ça sera moi qui du coup prendrai ma sœur avec nous.
Et bah, c'est pas rien, quoi. Parce que ça va impliquer beaucoup de choses. Ça veut dire que tu comptes toujours à être avec moi dans 10 ans? Bah ouais. Yeah. Mais oui, et ça, c'est un sujet que nous, on a abordé quand même rapidement aussi. Parce que bah, c'est un choix qui t'impacte toi, mais qui m'impacte aussi moi, malgré tout. Et... Parce que c'est hors de question qu'on la mette dans un centre. C'est hors de question. Je pourrais pas me regarder dans une classe. Je pourrais, enfin, j'endormirais. Alors déjà que je dors pas, j'endormirais encore moins, c'est impossible. Ouais, après, quand on aura Loulou, tu dormiras pas beaucoup non plus, ma belle. Hein. Ça dépend comment on s'organise. Après, l'avantage, encore une fois, c'est que bah, on a des ressources financières. Ma sœur et son conjoint, son mari ont des ressources financières. Mes parents ont des ressources financières et on sait qu'on sera avec le patrimoine voilà, qu'ils ont acquis, etc. On devrait être quand même plutôt tranquille d'un point de vue financier. Et donc, on sait qu'on va pouvoir bah, potentiellement, j'en sais rien, embaucher une personne à temps plein pour nous s'occuper aussi de ma sœur. En fait, on sait, c'est un ensemble de privilèges énormes qu'on a et on sait que c'est pas du tout le cas de toutes les familles qui sont concernées par ces questions. On a bien conscience, mais pour nous, bah, c'est une tranquillité supplémentaire qui fait que bah, quand on aura ma sœur, bah, on sait que bah, y aura des personnes qui pourront venir s'en occuper régulièrement, que nous, bah, on a la chance, on travaille de chez nous. Oui. Donc après, on peut aussi être là, tu vois. Après aussi, c'est parce que tout ça, on l'a conscientisé et qu'on fait en sorte, dès maintenant, d'anticiper le fait qu'on sait qu'un jour, on aura potentiellement Loulou, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que, bah, pareil, voilà, le fait qu'on travaille... Bon, moi, j'ai toujours travaillé de chez moi, mais toi, le fait que tu te mettes aussi full distanciel, bah, il y a ce sujet de... Bah, c'est parce qu'il y a aussi, à terme... T'as envie d'être 100% libre de ton planning parce qu'on sait qu'on aura Loulou. Le fait qu'on taffe beaucoup aussi maintenant, c'est aussi parce qu'on sait qu'on aura besoin d'argent. Parce que on en a discuté et pour nous, c'est hors de question de la mettre en centre, mais c'est aussi hors de question de sacrifier nos vies, nos carrières et de sacrifier autant nos vies que ce que ta mère a pu faire parce que c'est pas notre enfant, tu vois. Ouais, bien sûr. Et que ça c'est aussi des choses qu'on a mis sur le tapis, tu vois. Est-ce que t'as envie d'arrêter de travailler pour Loulou? Non. Et moi non plus. Et donc en fait, bah, ça signifie qu'il faut qu'on prenne des gens pour s'occuper d'elle et donc que c'est de l'argent qu'on doit dépenser. Donc on a aussi ce truc où on anticipe dès maintenant ces décisions et là typiquement nous on aimerait bien acheter une maison ensemble, etc., pour vivre, bon, on vous racontera peut-être un jour, mais on aimerait bien avoir 2 appartements dans la même maison pour pouvoir vivre ensemble sans être ensemble. Et en fait ça fait partie aussi de ce qu'on recherche dans nos recherches actuellement. On aimerait trouver quelque chose où on peut avoir un studio supplémentaire ou un espace déjà de l'espace pour elle, mais aussi une dépendance ou un espace supplémentaire pour potentiellement une père aidante, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais, ou non, une auxiliaire de vie. Ouais, une auxiliaire de vie, ou voilà, ou peu importe, quelqu'un puisse presque vivre sur place avec nous et avoir son espace aussi. Et tout ça, c'est des frais supplémentaires et ça s'anticipe et ça s'envisage. Et on peut pas juste se dire oh vas-y, on achète une maison qui nous plaît bien. Tu vois, il faut qu'on ait et tout ça, on l'anticipe aussi, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, je suis fatiguée d'avoir pleuré. Je comprends. Mais effectivement, c'est... Et oui, on a la chance d'avoir les moyens financiers pour tout ça. Mais c'est aussi parce que tout ça, on l'a anticipé, conscientisé, on en a discuté. Et voilà. Et moi, je pense que c'est un sujet sur lequel on a bien fait d'échanger beaucoup avant aussi, tu vois. Carrément. Et là, du coup, récemment, on en a parlé à ma mère. Parce que ma mère, en fait, elle est inquiète en ce moment. Elle est inquiète pour l'avenir. Elle était inquiète extrêmement pour la suite. Parce de se voir en fait fatiguée avec mon père. Et là, on lui a du coup annoncé entre guillemets que nous on avait tout prévu. On avait tout prévu, qu'on comptait s'en occuper. Et en fait, ma mère, elle s'est effondrée en larmes, quoi. Ouais, ça l'a soulagée. Tellement soulagée. Enfin, j'ai senti que ça lui enlevait un poids des épaules, mais énorme, quoi. Donc c'est tout ce qui compte, quoi. J'ai envie qu'il puisse trouver un peu d'apaisement aussi dans tout ça pour la suite, quoi. Du coup, dernière question avant qu'on finisse. Comment tu définirais maintenant ta relation aujourd'hui avec Loulou et ton rapport à sa différence dans ta famille, enfin par rapport à, tu vois, ton adolescence et tout. Comment tu te sens vis-à-vis de tout ça aujourd'hui Moi, je me sens très protectrice envers elle. J'essaye de réparer un petit peu
toute la dureté que j'ai pu avoir pendant longtemps. Ouais, en fait, à la fois, on a une proximité de sœur, et à la fois, bah, on n'a pas la proximité que je pourrais avoir avec quelqu'un qui a le même niveau, j'en sais rien, de capacité de parole, de capacité, etc. C'est vraiment un lien très différent, quoi. Bah c'est un lien que vous pourrez avoir si là, à votre âge, vous aviez une petite sœur de 5 ans, quoi. Donc ce truc vraiment de protection, d'affection, elle fait rire. Elle est drôle. Rire. Elle est drôle, elle est si drôle. À Noël, l'année dernière, elle en avait marre que tout le monde parle fort. Elle s'est levée de la table, elle a dit « Je me casse ». Et elle s'est cassée. C'était hilarant. On était morts de rire. Fou rire. Et elle était trop saoulée qu'on rigole parce que pour elle, c'était pas du tout une blague. Non, c'était pas une blague. Mais un fou rire. Elle est si drôle. Non, j'ai juste envie qu'elle aille mieux, j'ai envie qu'elle aille bien, j'ai envie que... Et est-ce que t'as peur ? J'ai peur, ouais, bien sûr. J'ai peur qu'elle aille moins bien. Là, elle va un peu moins bien en ce moment. Mais on a pu lui retrouver un médecin, et ça s'est bien passé d'ailleurs le rendez-vous. Ouais, trop bien. Mais on a pu lui retrouver un médecin qui va reprendre un petit peu les choses en main en espérant que ça aille. J'ai peur aussi un peu de la santé de mes parents, j'ai peur de sa santé à elle. Et en même temps, j'ai confiance en l'avenir, je sais qu'on a les ressources, et je sais que ça va aller. Je crois que ça va aller. En boîte et tout quand elle va être chez nous. Ouais. Et Véro, n'écoute plus l'épisode à partir de maintenant. On va l'emmener en boîte. Faire des trucs. Ouais. Elle est pas prête. Non. Mais elle aime pas les sons trop forts. Ouais, c'est vrai. Bah, tu sais, en silent party, là. Donc, voilà, c'était un peu pour vous montrer la réalité un peu derrière porte close, on va dire. On se rend pas toujours compte de tout ce que ça implique, je pense, la question du handicap dans la famille. Donc voilà, j'espère que ça vous aura appris un peu des choses, montré certaines choses sous une autre perspective. Et voilà, quoi, je suis fatiguée là. Ouais, je sais. Je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on arrive à faire un épisode avec ta maman sur le sujet, si elle en a envie, parce que je pense qu'elle a plein de choses à nous apprendre. On essaiera de vous préparer ça. Mais merci, mon cœur. Si ça a pu résonner avec certains vécus, ça me fait vraiment... n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Et merci on se retrouve... de t'être livré comme ça. Je sais que c'est pas facile. Ouais. Et merci de nous avoir écoutés. Ouais, merci de m'avoir écouté chialer. Pour une fois. C'est ok. La dernière fois, c'était moi qui faisais que pleurer, donc chacun son tour. Et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Ouais. Prenez soin de vous surtout. Bye. Salut.